Bonsoir et bienvenue sur Vox Live, votre émission de débat où nous décryptons les grands enjeux qui façonnent notre continent. Aujourd'hui, cap sur la Tunisie, autrefois phare de l'espoir démocratique dans le monde arabe, mais qui, sous la présidence de Kais Saied, suscite de vives inquiétudes. Depuis la concentration des pouvoirs par le chef d'État, les accusations de dérive autoritaire se multiplient. Les récents événements, comme l'arrestation d'un chercheur français ou encore la condamnation de plusieurs influenceurs le mois dernier, posent une question. Que reste-t-il de la liberté d'expression, conquête majeure de la révolution de 2011 ? Pour y répondre, je reçois aujourd'hui un panel d'invités. D'abord, Makalen Gebla, bonsoir. Et bonsoir Soukaina, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Vous êtes journaliste et ancien conseiller à la présidence tchadienne. Vous allez nous apporter votre expertise sur les enjeux de gouvernance. À ma gauche, Hatem Nafti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, auteur du livre Notre ami Kais Saied, essai sur la démocrature tunisienne, un livre paru le 26 septembre dernier aux éditions Rive-Neuve. Merci d'être avec nous sur le plateau. Merci pour l'invitation. Et enfin Cédric Yamdje, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes ingénieur financier, fondateur du think tank 50 Afrique et vous allez nous permettre de comprendre les répercussions économiques. Tout à fait. Je me tourne vers vous, Hatem. On l'a évoqué en introduction. Il y a eu récemment cette arrestation de ce chercheur français. Il y a eu la condamnation de ces influenceurs. Qu'est-ce que ça traduit ? Vous parlez dans votre livre de la concentration des pouvoirs, de la mise au pas de la justice. Comment est-ce qu'on peut faire le lien avec cette actualité ? Alors, ça s'est manifesté pour la première fois, en tout cas de manière claire, le 25 juillet 2021, où le président Kais Saied, qui a été élu à la loyale en 2019, dans un cadre pluraliste, mais avec des prérogatives relativement réduites. Et pour sortir d'une crise sanitaire, on était en période de Covid, aggravée par une crise politique entre le Parlement, au sein du Parlement et entre le Parlement et le président de la République, et une crise socio-économique, il a décrété les pouvoirs exceptionnels, l'état d'exception, et à partir de là, il a commencé à mettre en place ce régime ultra-présidentiel. Il l'a fait alors de manière assez méthodique, c'est-à-dire que dans un premier temps, il s'est attaqué à tout ce qui était institutions, en les affaiblissant, en mettant pas la justice, en dissolvant le Conseil supérieur de la magistrature, en dissolvant tout ce qui pouvait constituer un contre-pouvoir pour lui au début institutionnel. Donc ça commençait par le Parlement, le gouvernement, ensuite le Conseil supérieur de la magistrature, l'instance électorale, etc. Et dans un second temps, il s'est attaqué aux corps intermédiaires, notamment en muselant la presse. Donc ça s'est fait aussi de manière assez progressive. Donc il a édicté un décret-loi, le décret-loi 54, qui officiellement lutte contre la cybercriminalité et les fake news, mais en réalité qui criminalise toute critique de son régime. Et petit à petit, donc son régime a commencé à arrêter dans un premier temps déjà des opposants politiques. Ensuite, ça s'est étendu aux journalistes, aux simples citoyens. On peut se faire arrêter pour là on parle de personnes connues, pour un like Facebook ou pour un commentaire sur les réseaux sociaux. C'est très important. Il y a plein de personnes qu'on ne connaît pas qui sont aujourd'hui condamnées. Donc c'est une loi très répressive qui prévoit jusqu'à 10 ans de prison par acte, donc ça peut monter quand même très vite, et ça permet surtout à l'administration, c'est pas que le président ou c'est pas que le gouvernement, c'est-à-dire n'importe quel sous-préfet peut poursuivre, et on l'apprend très régulièrement, un citoyen parce qu'il aurait critiqué, ou même des citoyens entre eux. Donc petit à petit, il a affaibli la partie institutionnelle, puis les corps intermédiaires de la société, et donc on continue dans ça, et tout ceci est matiné d'une théorie du complot, parce qu'à chaque fois, on passe d'une campagne à l'autre, et à chaque fois c'est toujours la même chose. Il y a un complot qui vise la Tunisie. Ce complot est différent, donc ça peut être les hommes d'affaires, ça peut être les politiciens, ça peut être l'ancien régime, ça peut être les Noirs subsahariens, ça peut être les ennemis de la Tunisie, intérieurs et extérieurs. Et donc derrière, il y a une campagne qui souvent mène à des arrestations. Donc c'est un petit peu le cadre
dans lequel on va lire ce qui se passe actuellement en Tunisie. On a le sentiment, comme l'a dit Hatem, justement, que c'est une dérive qui s'est faite de façon progressive, mais finalement dans les règles, parce qu'il est venu entériner, on va dire, cette dérive avec des lois, Makaïla N'Guebla. Tout à fait. Hatem décrit une situation apocalyptique en Tunisie. Moi qui avais la chance d'avoir vécu dans ces pays, aujourd'hui, on ne se retrouve pas. Parce que Kais Saïd était venu avec l'espoir, effectivement, d'incarner l'alternance démocratique dans ces pays, mais curieusement, en fait, le régime s'est rétréci, l'espace des libertés sont rétrécis dangereusement, des militants associatifs arrêtés, il a expliqué des hommes politiques exilés, et puis la chasse, effectivement, aux personnes migrantes dans ces pays. Cela témoigne à juste valeur que la Tunisie reprend avec la vieille méthode du régime Ben Ali. Mais là, ça devient de plus en plus pire. Ce que vous avez annoncé dans votre introduction, c'est que la révolution tunisienne inspirait à un moment donné toute l'Afrique. Parce qu'en fait, c'est là où est parti effectivement ce qu'on appelle le soulèvement populaire, qui devait vraiment dépasser effectivement le sud du Sahara et inspirer les régimes autoritaires. Hein. Faire vaciller un peu le régime autoritaire. Aujourd'hui, on assiste à une situation complètement retournée où effectivement les militants sont pourchassés dans la Tunisie. Donc nous pensons que la Tunisie nécessite effectivement une attention de la communauté internationale. Vous savez très bien que le prix Nobel a été octroyé effectivement aux Tunisiens en 2015. Donc du coup, aujourd'hui, effectivement, tous ces prix Nobel est parti dans l'eau. Donc nous pensons que la situation en Tunisie interpelle non seulement à différents niveaux toutes les instances, que ce soit sous-régionales, internationales, mais interpelle toute la communauté internationale à ce que vraiment les acquis démocratiques, vous l'avez souligné, doivent être préservés. Or, aujourd'hui, au regard de la persistance et de la volonté de Kais de conserver le pouvoir contre la volonté de son peuple, cela nous amène à réfléchir une fois de plus, est-ce qu'on aura encore le moyen de renverser la tendance ? Oui, je rejoins tous mes panélistes. En fait, on va dire qu'il y a une évolution, en fait. C'est-à-dire qu'au début, en 2011, il y a la révolution qu'on connaît tous, qui a amené aux différents printemps. Ensuite, il y a eu des élections en 2019, où, typiquement, le président a été élu, mais il y avait, disons, une pluralité de pouvoir. C'est-à-dire que le Parlement, le Premier ministre et le président s'affrontaient pour pouvoir mettre en place des lois. Ensuite, cours institutionnel en 2021. Et plus récemment, il y a eu les élections en 2024 qui a été en fait marquée de plusieurs entachés, on va dire, puisque typiquement, déjà le suffrage, les résultats c'était 90% en fait pour le président actuel. Il y a eu malheureusement en fait, on va dire, la mise à l'écart de plusieurs candidats potentiels, de plusieurs opposants. Les droits de l'homme n'ont pas été respectés. Le taux de participation, il faut noter, était très faible. C'était, je crois, 28-29%. C'est ça. Et aussi, je pense que tous ces éléments ont fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on avait beaucoup d'espoir sur la Tunisie, qui était la flamme, en fait, le déclencheur. Aujourd'hui, je pense qu'on fait machine à arrière. Et même du point de vue économique, ce n'est pas... D'ailleurs, il y a des retombées économiques actuellement. On détaillera cette partie un peu après, Hatem. La stratégie de Kais Saïed, elle semble s'appuyer sur un discours populiste anti-élite. Est-ce que ce populisme y justifie ou il amplifie justement les dérives autoritaires observées ? Alors, il les justifie et les amplifie. C'est-à-dire qu'on est déjà face à un paradoxe. Aujourd'hui, Kais Saïed est la face visible de la contre-révolution en Tunisie. C'est clairement tous les acquis de la révolution. Et on disait qu'il y avait de faibles acquis. On disait pendant longtemps parce que la révolution est partie d'une demande socio-économique, à laquelle on n'a jamais su répondre, et on disait au moins il nous restait la liberté d'expression. Le paradoxe avec Kais Saïed, c'est que lui s'inscrit dans cette révolution. Il dit précisément, il parle, d'ailleurs c'est pour ça qu'il reste populaire auprès d'une partie des Tunisiens, c'est-à-dire qu'il leur dit votre révolution a été trahie, et je suis là pour y répondre. Et on retrouve un logiciel qu'on retrouvait souvent dans les années 60-70. On va opposer des libertés bourgeoises, à savoir les libertés d'expression, les libertés politiques, avec les libertés socio-économiques, les droits socio-économiques, si vous voulez. En réalité, pour l'instant, on n'a ni l'un ni l'autre. Mais je voudrais quand même inscrire ce qui se passe en Tunisie. Hein, bien sûr, il y a un cadre qui est très spécifique à la Tunisie, l'inscrire dans un cadre plus général, c'est-à-dire que Kais Saïed, et c'est ça aussi la difficulté, notamment pour des opposants, et a fortiori des opposants de gauche comme moi, Kais Saïed, il porte
des slogans et des symboles qui, moi, me parlent. C'est-à-dire que... Lesquels, par exemple ? Par exemple, la souveraineté nationale, la fin des ingérences étrangères. Ce sont des choses... Alors, moi, j'arrive à démontrer par A plus B que ce n'est absolument pas vrai, et que même la dépendance de la Tunisie aujourd'hui, aussi bien vis-à-vis de l'Europe que vis-à-vis d'acteurs, notamment l'Algérie, s'est accrue. C'est-à-dire que le peu de souveraineté qu'avait la Tunisie, il a encore été rogné. Mais quand il parle de souveraineté nationale, ça, c'est quelque chose qui parle aux Tunisiens, et c'est quelque chose qu'on pourrait inscrire. Donc évidemment, dans des contextes plus différents, on voit l'émergence de pouvoirs populistes qui partent de demandes légitimes, et on les voit un petit peu partout sur le continent, notamment, on va dire sur la partie francophone du continent, pour dire ça, Maghreb et Sahel, pour aller vite, pour schématiser, on voit ça. Alors les formes sont très différentes, ça peut être des élections à la régulière comme au Sénégal, ça peut être des coups d'État au Burkina, au Gabon, au Mali, etc. Mais il y a des demandes qui, derrière, parlent à la population. La question, alors là ça ne concerne pas la Tunisie, mais la question du franc CFA, la question de la dépendance envers les anciennes puissances coloniales, ça parle en Tunisie, ça ne revêt pas les mêmes, en tout cas il n'y a pas les mêmes éléments, mais ce sont des demandes qui sont, à mon sens en tout cas, qui sont légitimes, mais qui sont instrumentalisées pour justifier la mise en place de pouvoirs de plus en plus autoritaires. Donc la Tunisie n'est pas du tout un cas particulier. Je pense qu'il faut aussi, c'est ce que j'essaye de développer dans mon livre, même si ce n'est pas le propos principal, j'essaye d'inscrire cela dans des tendances continentales, déjà, cette question-là, et dans des tendances mondiales, on voit, disons, une tentation pour l'illibéralisme, aussi bien dans des pays occidentaux que dans des pays d'Europe centrale, et un petit peu partout, en fait, sur la planète. Et donc, la Tunisie n'est pas isolée dans ces cas-là. Makane Gebla, justement, comment faire le lien avec ces mêmes discours qu'on va retrouver, vous l'avez dit, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Nord notamment ? C'est vrai, il a soulevé beaucoup de choses. C'est qu'on assiste à un pseudo-souverainisme qui s'empare effectivement de la Tunisie et auquel certains pays s'identifient. Il a cité le Sénégal, il a cité le Burkina et le Sahel, où ces discours est répandu ces derniers temps. Donc nous pensons que c'est un parallèle qui peut se justifier, sauf que avec le cas de la Tunisie, c'est qu'il y a eu des acquis qui ont été exprimés, qui devaient être conservés. Or, on assiste que malheureusement aujourd'hui à plus qu'un recul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces acquis sont ébranlés au profit d'un homme qui, dans son intention, est de pouvoir rester autant qu'il veut. Donc ça veut dire quoi ? On est exigeant avec la Tunisie parce que justement, il y avait cet espoir en 2011. Oui, il y a un grand espoir, non seulement pour le Tunisien, un grand espoir pour le peuple opprimé au sud du Sahara. Notamment, je vais parler de l'Afrique centrale, je vais parler du pays d'Afrique de l'Est. Mais aujourd'hui, tout le monde déchante. Donc, la Tunisie qui était la vitrine démocratique, en fait, pour le peuple africain le plus opprimé, aujourd'hui, pense qu'effectivement, si cette révolution a été volée ou bien ébranlée, c'est qu'on n'a plus l'espoir, effectivement, d'une insurrection populaire de type pacifique. Donc la Tunisie, il faut absolument que... Moi, j'avais toujours contesté ou bien j'avais toujours interpellé les instances internationales. Pourquoi, après la révolution, les gens n'ont pas voulu aider la Tunisie jusqu'au bout. Donc la question des crises économiques persistait. Les jeunes Tunisiens continuaient effectivement à migrer de manière la plus clandestine pour venir en Europe. Ça veut dire qu'en fait, la communauté internationale a failli dans son devoir d'accompagnement ou bien d'accompagner la Tunisie, ne serait-ce que sur des questions effectivement économiques, etc. Aujourd'hui, on assiste à une situation de plus en plus compliqué où le pouvoir se verrouille, se referme sur lui-même. Cédric Amdjou, est-ce que cette répression actuelle, ce qu'on a évoqué en début d'émission, elle peut affaiblir la légitimité du régime justement tunisien, et surtout si la cible finalement c'est des figures intellectuelles, des figures influentes? Oui, effectivement, en fait, on est passé d'un régime, on va dire parlementaire, à un régime hyper présidentiel à travers vraiment un calendrier constitutionnel bien établi, la réduction en fait des pouvoirs des institutions et aussi la mise en place le service du pouvoir judiciaire au service de la présidence. Du point de vue, pour répondre à votre question, effectivement, si on s'attaque généralement à différentes figures politiques ou des élites, c'est aussi en fait problématique et ça fait qu'augmenter la partie démocrature ou bien régime autoritaire du président. Et malheureusement, ça a aussi un effet aussi du point de vue financier et économique. Et typiquement, on peut en reparler plus tard, mais
la communauté internationale a l'œil sur la Tunisie, surtout sur les programmes de financement, et ça a vraiment de gros effets qu'on pourra en discuter plus tard. Quelles répercussions cela a? Alors déjà, la première répercussion, c'est que bizarrement, entre 2019 qui est l'instauration du président et aujourd'hui, le déficit de la Tunisie est passé de 29 à 80% du PIB. Donc la dette plutôt. La dette est passée de 29 à 80% du PIB. C'est énorme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Tunisie passe plus son temps à vouloir payer ses dettes et payer les importations, c'est-à-dire tout ce qui est lié au blé, en fait, pour pouvoir nourrir la population. Parce qu'il y a des produits comme la farine, à base de blé, comme la farine, le lait et autres, qui ont besoin, dont la population a besoin. Donc déjà, la dette est augmentée. Ensuite, il y a aussi le fait qu'en 2023, la Tunisie est en récession. En 2024, c'est à peine 0,4% en fait de croissance, donc c'est compliqué. Mais la conséquence la plus forte, c'est la confiance de la communauté internationale. Les institutions de Bretton Woods, que ce soit le FMI et autres, ne prêtent pas de l'argent à la Tunisie actuellement. Et elles refusent de prêter de l'argent à la Tunisie. Ça, c'est la Tunisie qui refuse aussi. Oui, il y a aussi les conditions, surtout les conditions qui ont été en fait à porte-à-feu. Mais en tout cas, la Tunisie passe plus son temps à régler ses dettes qu'à vouloir en fait accélérer son économie, surtout qu'il y a eu il y a de la sécheresse en fait à Tunisie, il y a eu la pénurie en fait des denrées alimentaires aussi. Donc effectivement aujourd'hui le bilan économique et le bilan financier est un peu compliqué depuis 2019 en Tunisie. Adem, justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Cédric, comment est-ce qu'on peut lier justement la situation politique aux répercussions économiques? La situation politique, en 2011, on a expliqué aux Tunisiens que, parce que, encore une fois, la révolution est partie d'un mythe fondateur, à savoir un jeune qui s'est immolé par le feu et qui a été présenté dans un premier temps comme un diplômé du supérieur. Et donc c'était si vous voulez, c'était le modèle tunisien qui prenait l'eau. Il faut savoir que la Tunisie se trouve entre deux pays au sous-sol très riches. Un pays gazier et un pays pétrolier, donc l'Algérie et la Libye. La Tunisie, depuis Bourguiba, toujours dit on va investir, donc ça c'est ce que disait Bourguiba, on va investir dans la matière grise. Et effectivement, il y a eu donc une pensée économique tournée vers la production du savoir, vers l'alphabétisation, vers vraiment les services publics de base, l'éducation de masse, etc. Donc il y a une santé aussi, où vous trouvez en Tunisie, vous allez toujours trouver un petit hôpital. Et donc, arrive 2021, et arrive la crise du Covid, et on voit vraiment ce modèle s'effondrer. Et cela intervient 10 ans après une révolution qui était censée améliorer le cadre de vie des Tunisiens. Donc, ce qui a été présenté par des apprentis sorciers aux Tunisiens, c'est de leur dire, finalement, vous voyez, la dictature, au moins vous mangez à votre faim. Là, la démocratie, ça vous a appauvri, ce qui est vrai. Et donc, on va aller vers autre chose, peut-être retenter la dictature. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes soutiennent Kais Saied. Le problème, c'est qu'on a quelqu'un qui a une vision complotiste de tout, y compris de l'économie. Vous avez bien fait de citer les 7 ans de sécheresse, les questions, la dégradation de la note souveraine, plein d'éléments qui font que, par exemple, il y ait des pénuries alimentaires. On a un discours officiel qui dit que non, les pénuries alimentaires, alors on peut trouver ces exemples-là, mais c'est essentiellement un complot fait par, alors on ne sait jamais qui, mais par les ennemis de la Tunisie, pour pousser les Tunisiens à se révolter. Et on a vraiment cette vision complotiste qui est à la fois inquiétante, mais rassurante. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on a quand même quelqu'un qui se bat contre tous ses ennemis. Donc il présente la crise économique, non pas comme une conjoncture économique qui a donné comme aussi un modèle qui remonte aux années 70, un modèle de développement qui n'est plus aujourd'hui possible, comme des injonctions d'ailleurs, comme le résultat des injonctions du FMI, de la Banque mondiale, etc., donc de Bretton Woods,
on a un président qui trouve une autre explication assez simpliste. C'est un complot, et comment on va faire ? On va faire, pour aller vite, une sorte de Robin des Bois à l'envers, c'est-à-dire il y a beaucoup de corrompus, il y a des zones qui ne sont pas du tout développées, on va demander aux hommes d'affaires de donner de l'argent, cet argent récupéré va devenir des investissements. Et derrière, on va demander aux jeunes de décider du modèle de développement économique qu'ils veulent en montant ce qu'on appelle des entreprises communautaires, à savoir des collectivités, des entreprises collectivistes sur une base régionale ou sur une base territoriale. Et c'est quelque chose qui ne marche pas parce que c'est quelque chose qui n'a pas été spécialement pensé. C'est des idées comme ça qui, encore une fois, pour quelqu'un qui vient d'une culture de gauche comme moi, c'est pas du tout du blasphème, mais c'est quelque chose qui n'a pas du tout été travaillé. Et donc on a dit, il faut faire ça, il faut faire ci. On voit que ça ne marche pas. Les entreprises communautaires, il y a un texte qui existe depuis 2022. Les gens ne se ruent pas. Et donc au lieu de modifier un petit peu, de recalibrer, on met la pression sur les banques pour qu'elles financent. On va même acheter les gens parce qu'on leur dit, on va vous donner une indemnité qui vaut 2 fois le SMIC tunisien pendant 1 an si vous investissez dans ça. Et toujours ça ne marche pas. Et du coup, on explique que, en fait, c'est un complot, comme d'habitude. On a vraiment cette explication monocausale, complotiste et aussi un petit peu moraliste de l'économie qui, ma foi, est un petit peu problématique. Makhal N'Guebla, pourquoi ce manque de remise en question qu'on a évoqué à l'instant ? Alors, ce manque de mise en question est lié effectivement à la nature et à la personne même de Kais Saïd, qui lui-même est une personnage très très controversée, parce que, comme vous voyez très bien, il était d'abord constitutionnaliste, avec un universitaire, etc. Donc, il avait fait d'abord une campagne porte-à-porte. Il était vraiment développé une proximité avec les Tunisiens dans des cafés. Vous savez, les Tunisiens, ils ont l'habitude d'être plutôt donc, du coup, les gens sont identifiés en lui par rapport à son comportement, son attitude, mais il a incarné effectivement du faux. Donc, aujourd'hui, c'est que tout ce qu'il est en train de faire, c'est complètement déconstruit, unilatéral, artisanal, qui ne reflète pas, comme il a dit, d'une personnalité universitaire, une personne qui devait être quand même la haute sphère, une élite tunisienne. Donc aujourd'hui, nous pensons que ce qui est en train de se passer là doit plutôt quand même, encore une fois de plus, oppose les Tchadiens et les Tunisiens des uns aux autres. C'est-à-dire une partie des Tunisiens qui comme Hatim et d'autres qui pensent que vraiment on ne peut pas accepter ça, mais une masse écrasante qui adhère effectivement au discours de Kais, même si ce discours me paraît démagogique. Oui, parce qu'il trouve finalement quand même une base électorale qui le suit. Oui, je pense que forcément, puisque de son parcours, il a été professeur, je crois, spécialisé en droit constitutionnel. Il a aussi fait, on va dire, une politique intérieure, des pratiques politiques intérieures fortes, c'est-à-dire qu'il allait vers les gens, il a fait du porte-à-porte. Donc forcément, il a une base populaire qui est forte. Mais aujourd'hui, du point de vue global, en fait, malheureusement, pour moi en tout cas personnellement, c'est une personnification du pouvoir. Absolu. Et aussi, en fait, du pouvoir absolu, mais aussi une marche en arrière, c'est-à-dire que la Tunisie aujourd'hui, même moi quand j'étais beaucoup plus jeune en 2011, je vois la Tunisie comme un déclencheur en fait de tout. C'est-à-dire en Afrique, dans le Maghreb, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans le monde arabe. Aujourd'hui, il est en train finalement de mettre tous les efforts démocratiques et tout l'intérêt du peuple en ayant, et c'est bien dommage. On va revenir sur cette actualité toujours. Hatem, on parlait de ces arrestations en début d'émission. Une question très simple, est-ce que ça illustre un recul systémique finalement de la liberté d'expression ? Alors, c'est ça aussi le problème avec ce genre de régime, c'est que il y a un côté arbitraire. Moi, j'ai vécu sous la dictature de Ben Ali. Les règles étaient établies. C'est-à-dire que à partir d'un certain degré d'opposition, vous étiez sûr de finir en prison. Aujourd'hui, on voit un clair recul des libertés, les espaces même de discussion, les émissions politiques. Le cadre est un petit peu plus insidieux. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ce que je dis, vous pouvez l'entendre à la radio, ce qui n'était pas possible sous Ben Ali. C'est-à-dire, alors vous l'entendez de moins en moins, mais vous l'entendez quand même. C'est-à-dire qu'il y a une marge d'opposition
qui continuent. Il y a des gens qui savent qu'ils peuvent aller en prison et qui continuent à... Il y a eu une dépolitisation très accélérée d'une bonne partie de la population, mais dans le même temps, on a eu... dans le même temps, on a eu un durcissement du régime, mais ce n'est pas non plus quelque chose de systématique. Il y a de plus en plus, il y a 6 journalistes en prison, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Tunisie. 6 journalistes simultanément en prison. Il y a des dizaines, voire des centaines de personnalités qui sont poursuivies, certaines sont en prison, d'autres ne le sont pas, mais je donne l'exemple, mon livre se vend en Tunisie, mon livre qui... vous avez vu ma tonalité qui n'est pas vraiment dans l'approbation de ce qui se passe, mon livre se vend en Tunisie. Vous pouvez entendre des paroles contestataires à la radio ou à la télé, de moins en moins, mais vous l'entendez. Vraiment de moins en moins, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, quand j'ai sorti le livre d'avant qui disait déjà, qui parlait de ce que j'appelais le populisme autoritaire, j'ai pu le présenter un petit peu partout. Et certaines personnes m'ont demandé, des journalistes m'ont dit, mais la preuve que ce que vous racontez est faux, c'est que vous êtes parmi nous aujourd'hui et que vous en parlez. Eh bien, parmi les journalistes, je ne vais pas citer de nom, qui m'ont reçu, m'ont posé cette question, j'en connais un qui est en prison aujourd'hui pour délit d'opinion. Est-ce qu'on peut parler alors de recul systémique? Il y a un recul très important, mais il y a une part d'arbitraire qui fait que des personnes, des militants continuent à descendre dans la rue, par exemple, continuent à aller dans les médias. Ils sont vraiment pas du tout nombreux, enfin de moins en moins nombreux, mais il y a la possibilité aujourd'hui, enfin je veux dire, c'est pas, je prends un exemple extrême, c'est pas la Corée du Nord. Mais il y a le recul est clair. Il n'y a qu'à voir, voilà, de bons indicateurs, c'est les émissions politiques, le ton des émissions politiques, le nombre d'émissions politiques, le nombre de manifestations, etc. Il y a des indicateurs qui nous montrent qu'il y a eu un véritable recul, mais il y a, sous Ben Ali, la grande différence, pour moi, c'est que Ben Ali, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière au ministère de l'Intérieur, et pendant ses 23 ans de présidence, il était une sorte de premier flic de Tunisie. Il continuait, il connaissait la maison comme sa poche. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Kais Saïed, ne disposant pas d'un parti politique, ne voulant pas avoir un parti politique, il se retrouve un petit peu à la merci des services de sécurité. Et il y a ce rapport, on ne sait pas exactement qui dirige qui. Il sait qu'il a besoin de la police et de la justice pour mater son opposition, pour se maintenir au pouvoir, pour imposer ses vues. Là, c'est clair, il y a une instrumentalisation de la justice. Il y a des violences policières, il y a des choses qui existent, mais je ne pense pas qu'il maîtrise totalement la machine, et c'est ce qui fait qu'il reste des trous de souris. Vous avez parlé de la justice tunisienne. Vous le disiez tout à l'heure, je grossis un petit peu le trait, mais qu'on peut être poursuivi pour un clic, pour un commentaire justement sur les réseaux sociaux. Makane Ghebla, justement, je voudrais rebondir sur la justice tunisienne. Est-ce qu'elle devient aujourd'hui un outil de coercition pour contrôler les opinions divergentes, et notamment sur les réseaux sociaux, qui a une grande part en Tunisie? Ben oui, la justice est instrumentalisée. C'est une justice qui est un appareil judiciaire qui est devenu répressif, parce que quand vous vous rendez compte, Abdelrazak Kilani, qui est un ancien ministre bâtonnier, qui est porte-parole du gouvernement, mais qui était également l'interface entre le Parlement et qui se retrouve lui-même en exil, c'est pour vous dire que en fait, la justice tunisienne aujourd'hui est instrumentalisée. Beaucoup de gens, je parle de Mme Sirine Ben Sridine qui est actuellement incarcérée, je parle de Sadie Mousba qui est incarcérée, un humanitaire au sud de la Tunisie, à Mednine, qui est également incarcéré. C'est pour vous dire que personne ne peut faire recours. Les avocats tunisiens sont complètement terrorisés. Donc c'est vrai, Hatem disait tout à l'heure qu'on assiste à une semi-liberté. C'est d'un coup, on autorise des manifestations, et de l'autre côté, si vous êtes chopé, on ne peut pas vous libérer. C'est le cas effectivement de ces personnes qui sont aujourd'hui détenues, et qui même la faible mobilisation en interne, à l'époque de Ben Ali, les gens fuyaient. Mais aujourd'hui, il y a une faible mobilisation qui fait que les gens ne peuvent pas, donc c'est pour vous dire, ni se référer à la justice, ni se référer effectivement aux organisations locales qui étaient à l'époque des porteuses de voix pour impulser effectivement des mouvements de libération. Aujourd'hui, on a le terme démocrature d'ailleurs. Démocrature, exactement. Donc du coup, son livre a tout son sens. Donc nous pensons qu'effectivement la situation en Tunisie est plus que jamais gravissime, étant donné qu'on sort d'une dictature implacable de 23 ans
à travers un mouvement populaire, mais on retombe encore dans une autre semi-dictature, mais qui cette fois-ci pose problème. Donc, moi, je pense que l'inquiétude que soulève Hatem tout à l'heure, je m'y reconnais totalement, parce que pour avoir vécu en Tunisie. On va poursuivre le débat, on va prendre une courte pause et on revient dans un instant. Restez avec nous sur Vox Live. Merci d'être avec nous sur Vox Live. Le débat se poursuit. On parlait tout à l'heure des répercussions économiques. Cédric Yamdje, concrètement, la politique opérée par Kais Saied, comment est-ce qu'elle peut avoir, pour qu'on comprenne un petit peu comment ça se traduit au niveau de l'attractivité en fait, des investisseurs étrangers? Oui, je pense que... Vous parliez de confiance tout à l'heure. Oui, les confiances. Ça se traduit comment? En fait, il y a deux conséquences. C'est-à-dire que l'une première conséquence, c'est que les investisseurs, la communauté internationale, les partenaires internationaux, en fait, s'associent de moins en moins en fait, au programme économique de la Tunisie. En particulier, plus récemment, ça a évolué, l'Union européenne et aussi en fait des institutions de Bretton Woods, spécialement en fait le Fonds monétaire international où en fait typiquement il y a eu un prêt de 1,9 milliard qui n'a pas été effectué. Après c'était sur condition en fait de modification en fait qu'on appelle ça, modification en fait de subvention en fait des produits en Tunisie. Donc le président n'a pas voulu en fait appliquer ces conditions. Ensuite, il y a aussi l'aide aussi de la Banque centrale tunisienne qui a donné 1 milliard au trésor public pour combler le déficit. Mais en règle générale, du point de vue partenaires extérieurs, il y a une faible confiance des investisseurs, des partenaires extérieurs, en plus des investisseurs étrangers du coup. Est-ce que ça, Makayla Mais justement, la faible confiance est liée effectivement à l'attitude même de Kais Saied à l'égard, tout à l'heure, Hatem disait, à l'égard de subsahariens qu'il avait arrêté et qui a ému même en fait l'opinion publique. Même sous Ben Ali, qui était un régime complètement répressif, il n'y avait pas effectivement ce genre de situation. Donc, du point de vue de la communauté internationale, à travers elle, je parle du FMI, je parle effectivement de la Banque mondiale et d'autres structures sous-régionales y compris, elles ont émis un peu de réserve par rapport effectivement à l'attitude du régime qui ne garantit pas effectivement les libertés démocratiques. Et là, les libertés démocratiques sont effectivement des exigences en termes de partenariat et de conventions liées effectivement au financement extérieur. Ce que le potentiel fort de la Tunisie, le tourisme en fait, même si c'est l'un des potentiels forts de la Tunisie, n'est pas son maximum après le Covid, et autres. C'est malheureusement l'évolution des recettes liées au tourisme ne sont pas le maximum. Et aujourd'hui, la Tunisie se concentre plus à payer ses dettes qu'à autre chose. Parce que, je rappelle, c'est 80% du PIB dans certains pays subsahariens. En l'occurrence, c'est 40, maximum 60. Mais là, on a atteint un pic de la dette tunisienne. Et c'est compliqué de jouer entre payer ses dettes et trouver de l'argent frais pour pouvoir financer la transformation de l'économie tunisienne. Je précise par rapport à la dette que c'est un véritable traumatisme national. C'est-à-dire que là aussi, il y a dans la conscience des Tunisiens, et on nous l'apprend à l'école, que la colonisation française est venue par la dette. Parce qu'il y a eu une restructuration de la dette au milieu du 19e siècle. On a installé ce qu'on appelle une commission financière avec les principaux États européens et les principales puissances coloniales qui ont été un prélude cette commission a été un prélude à l'installation de la colonisation, du protectorat français. Et donc, peu importe l'acteur politique, la question de la dette est une question d'honneur en Tunisie. Et que ce soit Kais Saied, ses prédécesseurs, ses successeurs, on a ce traumatisme par rapport à la dette et on préfère rogner sur les importations, parce que ce qui s'est passé pour pouvoir payer la dette. Parce que la question du FMI, l'accord avec le FMI, c'était l'hypothèse de base des lois de finances de 2022 et de 2023. C'est-à-dire que les hypothèses des autorités, c'était on a un besoin de financement qui va être couvert partiellement par l'accord avec le FMI. Et la ministre des Finances disait il n'y a pas de plan B, il faut absolument passer par là. L'accord technique a été signé et ensuite Kais Saied a refusé parce que effectivement ça
il y avait un volet austéritaire derrière, volet qui, soit dit en passant, est en train d'être appliqué de manière assez détournée, notamment sur la question des subventions. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que du coup, pour avoir cet argent, parce qu'il faut le payer en devises étrangères, essentiellement en dollars et en euros, Exact. Ce qui se passe, c'est qu'on va limiter les importations, y compris de matières premières, pour être sûr de régler toutes les échéances. Et vous voyez les proches du régime se dire « mais nous avons réglé toutes les échéances comme si c'était nouveau ». En réalité, la Tunisie n'a jamais failli, et c'est une question d'honneur. Comme il n'y a pas de croissance économique, qu'il n'y a pas de levier de croissance, le résultat, c'est que ça se traduit par des pénuries, ça se traduit aussi par un recours aussi à la diaspora tunisienne, parce que il y a à peu près 10% de la population tunisienne qui vit à l'étranger, et le premier poste, avant même le tourisme, pour la devise, juste pour vous dire l'importance aussi de la devise, en arabe on appelle ça al-amla sa'ba, c'est-à-dire la monnaie difficile. C'est pour vous dire aussi comment c'est perçu. Et donc le premier poste de devises étrangères, ce sont les Tunisiens de la diaspora qui sont de plus en plus nombreux. Mais en tout état de cause, il y a cette obsession, à mon sens, fondatrice de l'identité tunisienne, qui est de ne pas faire faillite, de ne pas faire défaut, et de fait, beaucoup ont parié sur, notamment dans l'opposition, ils ont parié sur un défaut, parce que quand les autorités elles-mêmes vous disent soit on signe, soit il n'y a pas de plan B, malgré ça, il y a eu un plan B, mais qui a eu des répercussions, notamment sur les importations de matières de base, et donc derrière, en bout de course, sur la levée cachée des subventions sur certaines matières de base. Alors, moi je pense que justement, entendre par Hatem, c'est que Sqaïs est dans une logique de défiance et de bras de fer avec une partie de la communauté internationale. D'un coup, il brandit sa souveraineté, de l'autre côté, parce qu'il refusait, c'est vrai, il a raison, il a refusé catégoriquement effectivement les appuis financiers extérieurs. Et c'est paradoxal. Et là, quand on entend Cédric disait tout à l'heure, c'est que un des leviers importants de la Tunisie, c'était le secteur touristique. Sous Ben Ali, c'était le levier le plus important. La Tunisie était quand même prisé par tout le monde, les gens. Mais aujourd'hui, vous entendez que les gens ont peur parce qu'effectivement, les climats sociopolitiques dans son ensemble... Je nuancerai. Voilà. Vraiment, je nuancerai. Non, parce qu'il y a eu une reprise après le Covid. Ah oui. Et après que, le COVID, donc malheureusement, il y a eu une très très bonne saison touristique en 2023. Oui. Et que malheureusement, les touristes... s'en foutaient. Non, c'est pas de s'en foutre. Au contraire, les touristes aiment l'ordre. Et donc, quand il y a un régime d'ordre, ça va très bien aux touristes. On va rarement dans des pays... Donc c'est un paradoxe bizarre. Donc, du coup, parce qu'en plus on vise, si vous voulez, les étrangers qui ont été attaqués, ils n'étaient pas blancs. On vise des touristes blancs. Donc ça ne pose pas de problème. Et le touriste de base, pas forcément le touriste blanc, parce qu'il y a aussi un fort tourisme algérien, tous les ans, qui ne s'est jamais arrêté, ils cherchent l'ordre. Donc... En revanche, le problème du tourisme, et ça fait des décennies qu'on dit ça, c'est que ça reste un tourisme low cost. Ce qui fait que ça vous remplit les hôtels avec des touristes d'Europe centrale, d'Europe orientale, qui viennent, j'exagère à peine, à 300 € tout compris, qui sortent pas de l'hôtel et donc qui vont rester bronzés et pas du tout consommés. Et donc c'est ça qui est problématique, c'est-à-dire que c'est un tourisme qui, contrairement au Maroc, qui est toujours l'autre pays comparable à la Tunisie, il y a eu une montée en gamme au Maroc. En Tunisie, ça fait des années qu'on dit qu'il faut qu'il y ait un tourisme saharien, un tourisme écologique. Alors il y a des... Ça bouge, il y a des maisons d'hôtes, il y a une diversification, mais ça reste vraiment ce schéma qui a été établi dans les années 60 d'un tourisme de masse, avec les grandes unités hôtelières dans quelques grandes stations balnéaires en Tunisie. Et ça n'a jamais changé, et tout le monde dit qu'il faut changer, y compris le ministre actuel et ses prédécesseurs. Il faut avoir une montée en gamme qui ne vient pas. On parlait tout à l'heure de la diaspora, on parlait de la société civile. Cédric Amdji, aujourd'hui, quel mécanisme de résistance pourrait émerger justement dans ce contexte, et notamment parmi les jeunes qui sont visés par cette répression ?
Oui, surtout les jeunes, parce que quand on regarde les indicateurs, le taux de chômage est de 15%. Affecté peut-être plus que visé. Oui. On reprend mon... Oui, oui. Le taux de chômage est de 15%, chez les jeunes il est de 40%. C'est quand même un indicateur qui est fort en Tunisie. Et je pense que les jeunes, la société civile, en fait, la jeunesse qui représente dans la plupart des pays africains, y compris en Tunisie, une force vive, et la majorité de la population peut être force de proposition. Ma crainte dans cette optique, c'est qu'on parle d'une démocratie, d'une révolution qui est passée en démocratie, ensuite qui est passée en démocratique. Est-ce que ça peut évoluer et revenir vraiment à un régime autoritaire? Dans ce cas, il faut éviter. Et je pense que les jeunes ont leur part à jouer dans ce processus. C'est-à-dire que je pense peut-être se mobiliser comme d'habitude, créer beaucoup d'organisations de société civile pour alerter en fait sur les droits de l'homme, pour alerter sur le chômage, sur l'employabilité des jeunes. Aussi en fait peut-être, c'est vrai, ça va être un peu plus difficile, comme le fait notre compagnie, sensibiliser la population, écrire, dénoncer ce qui ne va pas. Je pense que plus la jeunesse sera consciente de sa force, plus les choses pourront aller mieux, j'espère, en Tunisie. Quel rôle justement a joué On vous écoute. Un chiffre. Aux dernières élections, cette élection de 2024, il y a eu 6% des 18-34 ans qui sont allés voter. Kais Saïed a été présenté en 2019 comme l'un, en tout cas, des candidats favoris de la jeunesse. Pourquoi ? Parce que pendant 10 ans, lui, ce qu'il a fait, c'est que pendant 10 ans, il est allé à la rencontre de tous les déçus de la transition démocratique. Donc, évidemment, les jeunes en faisaient partie. Les jeunes ont essayé d'intégrer les partis politiques, à l'exception d'un ou deux partis. Ils étaient des colleurs d'affiches et des distributeurs de tracts en puissance. Donc, les jeunes, il y a une société civile officielle, si vous voulez, les ONG, l'UGTT, etc. Et il y a tout un tas de mouvements sociaux un petit peu plus marginaux, etc. Donc, comme il est allé voir tout ce qui est marginal dans ce pays, il a été porté par les jeunes. Son discours a séduit une partie de la jeunesse, d'ailleurs, qu'elle soit vraiment qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, je veux dire des salafistes jusqu'aux révolutionnaires trotskistes. Parce qu'il avait un discours avec des concepts mobilisateurs comme il faut changer le système, etc. Donc ça a plu en 2019, ça n'a même plu en 2021. Et aujourd'hui, ça plaît beaucoup moins, parce que les entreprises communautaires, ça vise les jeunes. Et les jeunes ne se précipitent pas. Effectivement, aujourd'hui, il a changé complètement d'électorat. Aujourd'hui, c'est le candidat de la stabilité, le candidat de l'ordre, parce que ce qui a été vécu pendant 10 ans, qu'on décrit comme... qui n'était pas un lit de rose. Il y a eu des problèmes, il y a eu de la corruption, il y a eu du terrorisme, il y a eu plein de choses que la Tunisie n'a pas connues. Et donc, aujourd'hui, sa base électorale, c'est essentiellement la Tunisie qui travaille et qui est insérée, et aussi la Tunisie des plus vieux, mais ça c'est pas propre à la Tunisie. Les vieux sont généralement conservateurs, ils votent pour l'ordre établi, et il y a quelqu'un qui a rétabli l'ordre. Et les jeunes aujourd'hui, déjà la société civile est attaquée, en tout cas la société civile politique, celle qui va parler des droits humains, qui va parler de la migration, etc., est attaquée judiciairement aujourd'hui. On va probablement voir un durcissement des lois, parce qu'il y avait un cadre très libéral à partir de 2011, et il y a des départs qui continuent de plus en plus. S'il y avait cet espoir, à la limite, on aurait vu un frein dans les départs. Alors, il y a eu un frein, mais il y a eu un frein pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'on est allé signer un accord avec les Européens pour que la Tunisie devienne vraiment le meilleur élève de la classe en matière de garde-frontière des Européens. C'est ça, c'est pour ça que moi, le terme communauté internationale m'indispose, parce que communauté internationale, ça veut dire occidentaux, et les occidentaux, ils cherchent pour les Américains la stabilité dans la région, donc c'est très bien qu'ils aient un président fort, et les Européens, ils cherchent un garde-frontière, et on a un très très bon garde-frontière. Juste un deuxième chiffre, on a une réduction de 60% des flux migratoires, des arrivées en Italie,
entre les 9 premiers mois de 2024 par rapport aux 9 premiers mois de 2023. Voilà ce que fait Kais Saied, voilà pourquoi il est soutenu par les Occidentaux, par les Européens essentiellement. Et voilà aussi la perspective pour les jeunes aujourd'hui, c'est ça. C'est vrai. Michael Vous Ngueba, voudriez réagir? Mais oui, je voudrais réagir par rapport à la démobilisation de la communauté internationale. Il a su le dire. Parce que vous savez très bien, si on fait un parallèle avec le régime Ben Ali à l'époque, c'est qu'on a fait de la Tunisie un pays stable, sécurisé. Et donc, tout ce qui est dérive autocratique sous le régime Ben Ali a été occulté par les partenaires occidentaux dans l'Europe. Aujourd'hui, sous Kais Saied, on a l'impression effectivement qu'au vu des arguments, des arguments développés par Hatem, c'est que les mêmes communautés internationales semblent être quand même autistes sur ce qui se passe actuellement à l'interne, effectivement, où les droits civiques et politiques sont bafoués, etc. Mais pour elle, la communauté internationale, le fait que le régime soit fort pour empêcher à ce qu'il y ait des migrants massifs qui viennent vers l'Europe, c'est un atout pour elle. C'est une décision. Donc du coup, on s'en fout de ce qui va se passer à l'intérieur. Mais ça peut susciter des événements imprévisibles. La Tunisie aujourd'hui, est-ce qu'elle peut prétendre à une transition démocratique crédible? Et là, tout dépend de la mobilisation en interne, effectivement, des forces démocratiques et progressistes dans leur ensemble qui doivent interagir dans une synergie, dans une dynamique et faire un constat, diagnostiquer effectivement les forces et faiblesses. Parce qu'au regard de ce que je suis en train d'entendre par Hatem, c'est que Kais Saied est un candidat solitaire parce qu'il n'a pas une base politique. Il s'assoit sur des leviers étatiques pour régner effectivement à son moment. Mais là, il ne peut pas durer aussi longtemps si en face de lui il y a des forces politiques conséquentes. Je pense qu'il ne pourra qui n'existent pas aujourd'hui, qui sont largement crédibilisées. Parce qu'il faut commencer peut-être par dire ça. C'est-à-dire que Kais Saied a profité, a fait son beurre du discrédit de toute la classe politique, majorité et opposition, et même société civile. C'est très important de le rappeler. Et dernier point sur les Occidentaux. Il y a aussi, c'est très important pour les pays arabes, a fortiori pour la Tunisie, mais il y a le 7 octobre. Il y a le 7 octobre et la Tunisie qui a une forte diaspora en Occident, les principaux pays où il y a les Tunisiens, évidemment il y a la France, et il y a l'Italie, l'Allemagne et le Canada. Donc ça c'est vraiment les pays où il y a le plus de... je ne sais pas si j'ai dit l'Allemagne, et c'est des pays qui ont quand même montré que une vie ne vaut pas une vie, que la démocratie, c'est surtout pour les Occidentaux. C'est triste, et tout ça, si vous voulez, alors là pour le coup, c'est un cadeau extraordinaire à tous les tenants de la dictature qui en fait n'ont pas attendu le 7 octobre. En réalité, il y a des personnes très nombreuses notamment dans les élites tunisiennes qui n'ont connu que la dictature, qui estiment que c'est très bien qu'un pays file droit. Et ils ont eu un cadeau extraordinaire quand on explique que, je prends juste un exemple qui vraiment est très suivi, les Tunisiens suivent ce qui se passe en France, parce que dans toute famille tunisienne, il y a quelqu'un qui vit en France, et donc on voit ce qui se passe, et qu'on leur explique que quand la CPI veut arrêter Poutine, c'est très bien, et il n'a pas d'immunité, il faut l'arrêter. Et si c'est Netanyahou, c'est mal. Et ça, c'est très très mal perçu en Tunisie, parce que finalement, ce qu'on dit, donc les ennemis de la démocratie libérale vous disent, vous voyez, en fait, c'est n'importe quoi, c'est la démocratie, ça n'existe pas. Alors vous avez des trucs nihilistes, c'est pas les Occidentaux malmènent des valeurs qu'ils professent, non, ces valeurs n'ont aucun sens, la preuve, vous voyez, etc. Et bon courage pour essayer d'argumenter contre ça. Hatem, aujourd'hui, quelles seraient les priorités justement pour restaurer un cadre démocratique et garantir notamment la liberté d'expression en Tunisie? Aujourd'hui, en tout cas, c'est mal parti. C'est-à-dire qu'en plus, après l'élection du 6 octobre, il y a un la état de... transition démocratique, elle est compromise? Ah non, mais complètement compromise. Mais le problème, c'est même pas ça. C'est-à-dire qu'il y avait chez une partie de l'opposition, ou des oppositions, parce qu'il n'y a pas une opposition, il y a des oppositions qui sont disparates et même opposées les unes aux autres, il y avait un espoir minime, enfin pas chez moi en l'occurrence, mais en tout cas chez une partie de l'opposition, d'un changement par les urnes. On a un régime qui vous a expliqué que même les candidats qui étaient susceptibles de le gêner, en dépit de ce qu'a dit le tribunal administratif, c'est-à-dire des candidats qui ont été autorisés à concourir, derrière on a dit non, mais ils ne concourent pas. C'est-à-dire ça, on ne l'a jamais connu, y compris sous Ben Ali. C'est-à-dire il y avait du blocage vraiment en amont pour ne pas avoir des candidats. Aujourd'hui, on a un tribunal qui dit
ces personnes-là, et c'était des personnes qui pouvaient gêner, je ne pense pas qu'elles auraient gagné l'élection, mais en tout cas qui pouvaient gêner, éventuellement éviter ce score de maréchal, parce que c'est un score, à mon sens, hein, c'est la réalité des urnes, hein, il n'y a pas eu de bourrage d'urnes. Donc, vous avez, je pense qu'il y a un état de léthargie aujourd'hui, il y a un état de sidération, et un état, depuis le 25 juillet, en fait, où on est constamment, il y a un joueur qui s'appelle Kais Saied, qui édicte les règles, et les autres sont en réaction, soit pour soutenir, soit pour s'opposer. Et tant qu'on est dans cette situation, je ne pense pas qu'on puisse retrouver un semblant de liberté de sitôt. Et Cédric Amdieu, je rebondis. Oui, il a parlé du tribunal administratif. Une démocratie, c'est illusoire. Un retour à l'ordre démocratique, c'est illusoire. Quand j'ai observé en fait ce qui s'est passé aux élections d'octobre, en fait, je crois que c'est l'Institut de surveillance des élections, l'ISEE, qui n'a pas suivi les recommandations du tribunal administratif, parce qu'on avait écarté des opposants qui pouvaient en fait un peu poser des cartes et un peu modifier en fait les résultats. Effectivement, quand je regarde les différents jeux politiques que le président est en train de faire en Tunisie, l'affaiblissement des institutions, les différents types de pouvoirs qu'il a entre ses mains, que ce soit exécutif, un peu judiciaire, malheureusement, il y a très peu de chances qu'il y ait un retour de la démocratie assez transparente de ce côté de la Tunisie. Oui, ça va. Les défis, tout à fait, les défis vont être très complexes, hein, parce qu'au regard de la description faite par les uns et les autres, nous pensons que seule une mobilisation générale, et il faut un animateur en fait sur la scène politique, qui émerge sur la scène politique, mais le chape de plomb qui pèse sur la Tunisie aujourd'hui ne permet pas effectivement aux acteurs tunisiens, de la société civile, à une jeunesse qui est complètement aussi anéantie, de pouvoir mobiliser autour d'un idéal qui est la démocratie. Et donc là, les défis restent quand même saisissants. Il faut absolument que la Tunisie réinvente un modèle de lutte pacifique qui pourrait peut-être amener à une transition démocratique. Merci beaucoup, Makalen Guebla. On arrive déjà au terme de l'émission. Merci à vous d'avoir participé. Cédric Amdieu, merci d'avoir été avec nous. Atem Nafti, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre est sorti en septembre 2024. Notre ami Kais Saied, essai sur la démocrature tunisienne, publié aux éditions Rive Neuve. Merci, messieurs, d'avoir animer ce débat. On vous laisse réagir sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes de diffusion. Tunisie, quelle liberté d'expression sous Kais Saied, c'était le thème du jour. À très vite pour un prochain numéro de Vox Live.